Et bonjour les stalkers, bienvenue dans cette quatrième séance et vidéo de lecture et découverte des règles pour Stalker, le jeu de plateau. Oui, c'est ça, c'est la quatrième vidéo sur 6 ou 7 ou 8, j'en sais rien, peu importe. De toute façon, on est là pour les faire, ces découvertes de règles. On a pas mal avancé, c'était jusqu'à présent très plaisant à lire et à comprendre. Alors ça, c'est deux éléments séparés, hein. Lire quelque chose, c'est une chose en soi, mais alors les comprendre, surtout quand c'est une règle de jeu, parfois ça pose problème. Là, jusqu'à présent, franchement, c'était plutôt bon. Un remerciement à Dan Solo et Cam H pour vos commentaires et puis orientation. Dan Solo, alors oui, tu m'as dit que sur le côté de la boîte, effectivement, on avait les quatre côtés sur lesquels était représentée la façon de ranger les pions, notamment dans les trails là, qui sont fournis. Donc ça peut aider si vous voulez vraiment respecter ça. Vous remettez exactement comme il nous le préconise. C'est pas mal. Et puis Cam H, alors c'est bien parce que tu m'as dit, alors que je n'avais pas regardé sur les côtés de boîte, j'avais vu qu'il y avait des inscriptions. Initialement, je pensais que c'était pour du rangement, mais pas du tout. Ça va plus loin que ça. Ça permet carrément de faire le montage du classeur. Alors, ils appellent ça classeur de campagne. C'est pas vraiment un classeur pour moi, mais enfin bon, c'est une pochette. Et on a un jeu de deux attaches supplémentaires. Initialement, les attaches, c'est pour nos compteurs Gégère. Et les deux supplémentaires, eh bien, ça permet de venir faire la fixation pour le classeur. Alors, je ne l'ai pas encore fait, ça fait 48 heures. Mais j'y viendrai. En tout cas, merci à vous, c'était bien cool. Alors, pour cette quatrième session, on va reprendre page... alors, dans le bouquin papier, c'est la page 16. Là, je vois qu'en fait, on est page 18 parce qu'il y a une différence entre la version PDF française et la version papier. Enfin, je vous dis ça, est-ce que... Ah non, 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 pardon, on est bien page 18. C'est moi qui ai mal vu dans le bouquin. Donc il n'y a pas de décalage du tout. Allez, on va se concentrer parce que cette fois-ci, on s'intéresse au paragraphe de la mission elle-même. Donc là, on rentre dans le dur des règles directement. Quoique, je vous dis ça, c'est idiot. C'est ce qu'on a déjà fait la dernière fois avec tout ce qui concernait les tuiles, hein. Les tuiles de terrain, les portes, les fenêtres, les déplacements, ce genre de choses. Déplacements, non, pas encore. On avait le descriptif des différentes zones avec bouclier, les valeurs d'irradiation, que des trucs bien sympas. Et les boucliers, d'ailleurs, je suis en train de penser, on aura encore une notion beaucoup plus poussée quand on s'intéressera au combat, en fait. Les combats, parce que oui, bien sûr qu'il va y avoir des combats. Ok, allez, c'est parti, jouez la mission. Les missions représentent diverses tâches que vous allez entreprendre au cours de la campagne. Leurs histoires s'entremêlent et elles se jouent sur un plan construit à l'aide de tuiles plans et agrémenté de divers éléments de jeu lors de la mise en place. Je me relève pour la 12e fois ce matin pour faire rentrer le quatrième chat. Va falloir qu'il me lâche la grappe par contre parce que j'aime bien me concentrer quand je lis. Alors les objectifs des missions justement. Chaque mission possède une carte objectif prioritaire qui résume le but que vous devez atteindre pour l'emporter. Cette carte contient également des consignes à appliquer si un stalker meurt. Ah ouais, on n'avait pas vu ça. D'accord, si un stalker meurt, donc on peut défeinter dans le jeu. Dans la plupart des cas, la mort d'un stalker entraîne l'échec de toute la mission. Vous serez généralement redirigé vers une carte événement spécifique
qui vous expliquera quoi faire. Ok, alors ça peut être pas mal parce que on va pas forcément être bloqué complètement pendant une mission. Ça dépendra. Donc on peut avoir un pool. Ah ouais, c'est pas bête ça. Avoir le pool de tous nos stalkers là. Et puis si il y en a un qui meurt, on va en chercher un autre. Peut-être hein, pour essayer de progresser. En tout cas, c'est quelque chose à mettre en place assez facilement ça. Ok. Structure du round. Alors, structure du round, on va l'avoir en rappel sur la carte mémo là. Chaque mission se joue en une succession de rounds de jeu, chacun divisé en 3 phases. Lors de chaque round, les joueurs révèlent et résolvent une carte événement, puis planifient et jouent leur tour, après quoi les ennemis et la zone réagissent. On répète ce processus jusqu'à l'accomplissement de la mission, la mort d'un stalker ou la fin du temps imparti. Dans chaque cas, il sera demandé aux joueurs de résoudre une carte événement de mission spécifique. Alors, les 3 phases. La phase événement, piochez une nouvelle carte événement, lisez-la pour découvrir ce qui se passe. Appliquez toute règle instantanée qui s'y trouve. Ok. Ensuite, la phase des joueurs. On effectue 2 tours chacun, durant lesquels on effectue diverses actions. Donc les actions, elles vont être de l'autre côté. On a les actions de base hein, avec une flèche pleine vers le bas. Et puis les actions gratuites qui ne possèdent pas de... Ah voilà, ça c'est une action gratuite, hein, qu'on se remette ça en tête. Sans flèche pleine vers le bas, c'est une action standard. Sinon, un simple carré sans flèche pleine vers le bas, c'est une action bonus ou gratuite? Non, gratuite. Ensuite vient la phase des ennemis de la zone. Ils sont activés. Les stalkers subissent les effets de leur irradiation et on applique tout effet de fin de round apparaissant surtout sur les cartes événements. Ok. Alors, on regarde si le mémo est bien fichu. Piochez une nouvelle carte événement, appliquez tout effet immédiat si nécessaire. Très bien. La phase des joueurs. Leur tour l'un après l'autre, dans le sens horaire. Ah oui, alors tiens. Ils aiment pas chez Awoken Realms faire une dissociation de l'ordre de jeu. C'est pourtant, hein, on a à chaque fois des jeux qui se rapprochent beaucoup du jeu de rôle dans le principe. Et là encore, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Bon, ça c'est pareil, ça peut être largement défait. Et puis on se dit, bah vas-y, toi le premier, moi le deuxième, etc. Ça c'est pas bien grave. Ah, lis plus loin, Friedrich. Avant le début de votre tour, vous pouvez décider de retarder celui-ci et passer au joueur suivant. Ok. Donc ça revient au même. Autant dire jouer dans l'ordre que vous voulez, hein. Après chacun de vos tours, si vous êtes dans la ligne de vue d'ennemis, ceux-ci réagissent. Ça, j'ai peur d'oublier. Pourtant, c'est très malin d'avoir dissocié les 2 tours en 2 colonnes. Bon, quand on commencera à jouer, ce sera mécaniquement logique peut-être. Quand chaque joueur a joué ses 2 tours, passez à la phase des ennemis, ok, et de la zone. On pioche et on résout une carte activation. Si le plan contient au moins un pion côté rouge, alors c'est le pion attention. On pioche une carte rouge. Si c'est jaune, on pioche une carte jaune. Ensuite, on va devoir subir l'exposition aux radiations et réduire notre irradiation. On défausse tous les jetons. Ah oui, alors il s'est écoulé 2 ou 3 jours depuis que j'ai fait la 3e séance. Alors, on défausse tous les jetons visibilité nulle et neutralisée. Ok, du plan. Non, pardon. Visibilité nulle et les boulons, on les retire du plan. Et par contre, les ennemis qui avaient subi un pion neutralisé, les enlève.
Réduisez l'attention de chaque stalker qui ne se trouve pas dans la ligne de vue d'un ennemi. Donc, si notre pion attention est côté rouge et qu'on n'a aucun ennemi dans notre ligne de vue, on le passe en jaune. Et enfin, résolvez les effets de fin de round. Ok. Alors, oui, la carte mémo est plutôt bien détaillée. On y va avec déjà la première phase, celle des événements. Événements actifs, informations données par les événements, ouais, ça les concerne. Let's go. Au cours de la mission, les événements marquent le passage du temps et racontent ce qui se passe entre les différents rounds. Lors de cette phase, piochez la première carte du paquet événement, résolvez tout effet instantané qui s'y trouve, puis placez-la à côté du paquet événement. Passez ensuite à la phase des joueurs. Le paquet événement contient deux types de cartes, ceux de mission et ceux aléatoires. La mission décrivent la progression de l'histoire et les situations spécifiques de la mission. Chaque mission possède ses propres événements ajoutés au paquet lors de la mise en place. Pour certaines cartes événements de mission, il existe plusieurs variantes portant le même numéro. Dans un tel cas, prenez-en un exemplaire au hasard lors de la construction de votre paquet événement. Ça, c'est une redite de la règle que l'on a dans ISS Vanguard pour certaines cartes aussi. Plusieurs exemplaires, on mélange, on n'en prend qu'une. C'est pas mal parce que ça amène quand même aussi une certaine rejouabilité. Donc c'est malin. Et puis pour compléter la pile événement, ce sont ceux qui sont aléatoires. Ils dépeignent de petits rebondissements comme la découverte d'un butin supplémentaire ou des pics de radiation soudains. Ouais. Ils sont ajoutés au paquet événement au cours de la mission. Exemple de carte événement, mission à gauche et aléatoire à droite. Où est-ce que j'en ai? Ben, j'en ai plein ici. Alors, le fond, ouais, c'est ça. Le fond marronasse, là, c'est bien pour les événements aléatoires. Et ceux de mission, ça va être avec un fond blanc. Donc, on a le nom. OK. Si c'est un événement de mission, en haut à droite, on va avoir le numéro au recto et au verso. L'histoire, c'est une brève description de ce qui se passe. Alors, j'allais dire, je pense que ce sera plus fourni sur les événements de mission, mais pas forcément. C'est guère qu'une, deux lignes, hein. En 3, ouais, c'est ça. En 4, c'est un effet instantané, immédiat. Bon, on peut pas le louper, hein. Immédiat, 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 c'est bien noté à chaque fois. Donc, résolu immédiatement. Lorsque vous piochez cette carte, certains d'entre eux permettent aux stalkers d'effectuer des actions supplémentaires, ah ouais, comme des déplacements ou des attaques, sans qu'ils aient à décaler leur pion tour d'un cran vers le bas. Ah bah, je crois que c'est la deuxième fois que je note que dans le jeu, on a un élément qui va en faveur des joueurs. Alors attention, hein, il faut voir après la proportion de ces bonnes cartes. Et puis les effets de fin de round, alors même chose, c'est bien noté fin de round. Donc résolu à la fin de la phase des événements, à la fin de la phase des ennemis et de la zone. Donc en troisième point de notre tour. Donc les effets marqués portent un titre. Les effets marqués portent un titre n'apparaissent pas forcément sur chaque carte événement et peuvent varier d'une carte à l'autre. Ils ajoutent souvent des événements aléatoires au paquet. Ah oui, ou provoquent l'arrivée de nouveaux ennemis. Les effets marqués, ok. Et les effets non marqués,
5A, 5B, là on voit sur le... Ah non, ça vaut pas, ça c'est une carte de mission à gauche. Donc on peut avoir des effets marqués ou non marqués. Et ceux qui sont non marqués sont toujours identiques et rappellent les différentes étapes à effectuer avant de passer au round suivant. Ok. Donc en fait, un round va se dérouler relativement vite. Ouais, dans d'autres jeux comme ça, exploration ou dungeon crawler, on peut avoir plusieurs phases. Ah, pas forcément, non. Allez, 5 phases max, généralement. Alors, après la phase, on est bien d'accord, la phase des événements, on enquille avec la phase des joueurs nous-mêmes. Ça, je range. Donc, phase des joueurs. Au cours de cette phase, les stalkers effectuent leur tour, un par un dans le sens horaire. Chaque round commence par le tour du stalker de tête, et le stalker de tête, il a ce pion-là. Au cours d'un round, chacun effectue un total de 2 tours représentés par un pion tour. Chaque tour effectue 2 actions standards. Et on se rappelle que lorsque l'on joue en solo pur, on a un léger avantage de 2 actions supplémentaires parce que on insère le rappel là, et au lieu d'avoir 2 actions comme ici, on en a 3. Donc 3 et 3, 6 au lieu de 4. Petit bonus non négligeable quand même. Et donc, on nous dit bien que les actions standards, ce sont celles qui possèdent les fameuses icônes avec le carré et la flèche pleine vers le bas. Quand tous ont effectué leur tour, on passe à la phase des ennemis et de la zone. Donc là, on a l'exemple sur les tours. Sur la gauche, les pions tour avant qu'une action standard n'ait été effectuée. Donc les curseurs sont en haut. Au milieu, le pion tour, après que la première action standard du tour ait été effectuée, on baisse d'un cran. Ok, et sur la droite, le pion tour, après que la seconde action standard du tour ait été effectuée. Quand un stalker décide qu'il ne souhaite plus effectuer d'action bonus, son tour se termine et les ennemis qui disposent d'une ligne de vue sur lui peuvent réagir. Voilà, ce qui est parfaitement logique. Si je suis vu, j'en subis les conséquences. Si aucun ennemi n'a une ligne de vue sur moi, en fait, je passe à mon second tour. Chaque tour est représenté par l'un des 2 pions tours sur le PDA, ok. Lors d'un tour, seul le stalker actif peut effectuer des actions. Un tour doit être terminé avant que le suivant ne commence. Lors de chaque tour, on peut effectuer 2 actions standards et un nombre non défini, d'actions gratuites. Ah ouais, ça faut bien l'avoir en tête. Si pour X raisons, grâce à l'équipement, aux événements, aux cartes qui sont posées sur le plan, on pourrait avoir par exemple 4 actions gratuites, et on peut toutes les faire. D'où le nom de gratuite. Très bien. Chaque fois qu'il effectue une action standard, le stalker doit décaler son pion tour d'un cran vers le bas. Yes. Si on décale notre pion vers le bas, qu'on ne souhaite plus effectuer d'action gratuite, le tour se termine. Ok. Il est où mon bazar? Il est là. Fin du tour. Les ennemis qui disposent d'une ligne de vue vers lui ont une chance de réagir en nous attaquant. Le PDA rappelle cette information lorsqu'un pion tour atteint ici le cran du bas. Et oui, ici, chaque ennemi avec une ligne de vue sur votre stalker l'attaque. Bon, c'est super bien foutu pour des petites têtes comme les miennes. Ok.
Alors, plus de détails sur la réaction des ennemis, page 34, on y viendra. Passer son tour, un joueur peut décider avant que son tour ne commence de passer. Auquel cas, on fait le tour du stalker suivant. Ah, quand vous passez, vous ne perdez pas votre tour. Cela signifie que vous pouvez retarder et attendre un moment plus opportun pour utiliser vos actions. Vous êtes néanmoins obligé d'effectuer votre tour à un moment ou à un autre. Ok. Sachant que dans les actions même standards, actions de base, imaginons que j'ai envie de rien foutre. Hmm. Ah ouais, au minimum, je suis quasiment obligé de me déplacer. Après, pourquoi pas un déplacement prudent. Ou une préparation. Là, on bouge pas. On bouge pas de sa case. Ok. Bon, très bien. Alors, c'est vrai que c'est la mécanique. Bon, j'en ai marre de cette réglette rouge là qui me sert à faire virer des trucs. Mais elle est super pratique. Je la garde amoureusement. Depuis Warhammer Battle, ça remonte à quoi? 25 ans? Oh, c'est rien ça. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, la mécanique des tours là, c'est vrai que c'est bien foutu, c'est super soft. Quand on met bout à bout les mémos du PDA, les mémos des actions de base, le mémo du round, hein, franchement, ça s'enchaîne vraiment bien. Parfait. Alors, nos actions là. Hop, hop, hop. Je suis en train de voir là, il y a les paragraphes sur les colonnes. J'ai pas regardé celle-ci. Alors, événement actif. Il n'y a jamais qu'un seul événement actif à la fois. Ah ok. Quand un effet vous demande de piocher ou de trouver une carte événement, celle-ci vient recouvrir l'événement actif précédent. D'accord. C'était pas dans Tented Grail où pouvait y avoir deux événements en même temps? Non, je confonds. C'est... Ah non! Peut-être bien Fate Forge. Oh, je sais plus. Enfin bon, bref, là, il y aura toujours qu'un seul événement sur le dessus qui sera dévoilé. Le nombre de stalkers. Ah oui. Où est-ce que j'avais vu ça? La semaine dernière, je me suis fait la réflexion à plusieurs reprises, voilà, notamment sur les cartes bandits. Ah non, pas du tout. Non, 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 c'est moi qui viens de confondre. Je remballe. Donc le nombre de stalkers, on voit qu'en fait, on a le symbole de silhouette. Ça représente une valeur égale au nombre de joueurs dans votre équipe. Certains effets renvoient à cette valeur. Par exemple, la carte événement de mission nouveau venu demande de placer 4 événements aléatoires au sommet du paquet. Dans une partie comportant 2 stalkers, 2 événements aléatoires. 4-2 seraient placés sur le haut du paquet. Ah oui, d'accord. Ok. Mais pourquoi je bug là-dessus? Dans une partie comportant 2 stalkers, 4-2. Ok, donc quand on joue en solo, on vient placer 3 événements. Oui, c'est à notre faveur, puisque ça nous permet de gagner un tour de plus. Parce qu'on se rappelle que malheureusement, nous avons un timer représenté par les cartes événements. Donc plus on en a, plus on prend le risque de tomber sur un événement pourri, mais ça nous rajoute à chaque fois un tour, plus un tour, plus un tour. Ok. Informations données par les événements. Une partie de chaque carte est résolue lors de la phase des ennemis et de la zone. Ouais, c'est la partie du bas. Rien ne vous empêche de lire cette partie dès que la carte devient active et de planifier vos actions en fonction. Ah oui, ça je serais du genre à oublier de le lire.
Non pas que je ne veuille pas me spoiler, mais parce que je me dis, bah, ça ce sera à la fin, on verra le moment venu. Mais non, 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 grave erreur. Tactiquement, c'est une très grave erreur. Tiens, j'en prends un au pif, là, dans le... Viens là, toi, dans le paquet. Fin de round, qu'est-ce qui se passerait? Réinitialiser tous les pions tour, donc c'est ça. Et le pion stalker de tête, c'est celui-là. Commencer le prochain round en piochant et résolvant une carte événement. Ok, donc là, mine de rien, il ne se passe rien. Mais c'est important de le savoir parce que ça permet de jouer un peu plus sereinement. Allez, un autre pour la forme. Fin de round, ou la vache. Résolvez un jeton ennemi inconnu de chaque pile ennemi inconnu. Réinitialisez tous les pions tour, le pion stalker de tête, commencez le prochain round en piochant et en résolvant une carte événement. Ok. Donc là, c'est important parce que par rapport à nos déplacements et fin de tour, il faudrait faire peut-être attention à ne pas se retrouver dans la ligne de vue d'un ennemi. Super. Alors, bon, il faudrait que je pense à la colonne, la stalker de tête et les autres. Donc, nos actions. Qu'il s'agisse de faire quelques pas ou d'abattre un bandit d'un tir dans la tête, chaque action est importante et peut avoir un impact sur toute la mission. Une action doit être terminée avant que la suivante ne commence. Action de base accessible à tous les stalkers, détaillée dans les pages qui suivent. Les cartes environnement placées sur le plan ou les cartes équipement, armes, grenades, trousses de secours constituent d'autres sources d'action. Et elles sont définies par deux symboles différents. Les actions standards. Pour effectuer ce type, vous devez décaler votre pion d'un cran vers le bas. Entre le tuto et ce qu'on a lu déjà depuis le début, le fait de décaler notre pion action d'un cran vers le bas, ça a été répété un nombre de fois pas possible. C'est bien. Ce sont des actions relativement simples. Déplacement de quelques mètres, lancer une grenade, tirer avec une arme. Vous ne pouvez toutefois en effectuer qu'un nombre limité dans un temps donné. Et puis les actions gratuites, qui elles ne décalent pas notre pion tour d'un cran vers le bas. Pas de limite au nombre de gratuites. On peut le faire avant, après ou entre nos actions standards. Ah oui, alors ça paraît tout couillon de le préciser, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire j'effectue mes actions de base et ensuite je vais faire mes actions gratuites. Je connais pas mal de joueurs qui réagiraient comme ça en fait. Mais non, ce qui est super important, c'est qu'on pourrait très bien consommer toutes nos actions gratuites tout de suite, faire nos actions de base, ou alors faire un mix comme on veut. Tactiquement, il y a aussi à apprendre là, hein. Donc, ce sont des actions qui ne demandent aucune préparation. Jeter un coup d'œil par la fenêtre, ouvrir une porte, avaler une boisson énergique. Ok. Ok, ok. Alors, stalker de tête. Le titre stalker de tête passe d'un stalker à l'autre. On verra ça en page 24. Exemple de partie. Vous pouvez avoir un aperçu du déroulement du jeu dans le livret. Exemple, nous l'avons vu. Marqueur sur les pions tours. Certains peuvent placer plus d'un marqueur sur votre pion. Il augmente le nombre d'actions standards que vous pouvez effectuer lors de ce tour. Chaque fois que vous effectuez une action standard en ayant un ou plusieurs marqueurs sur votre pion tour, vous devez défausser un marqueur au lieu de décaler votre pion. Ah la vache! Ah ouais? Lors de la fin de round, les stalkers défaussent tous les pions supplémentaires présents. C'est une dinguerie ça. On va avoir des effets de jeu. Et c'est la troisième fois qu'on nous octroie des petits bonus. Donc je pourrais très bien avoir, pour mon tour en cours, 3 marqueurs sur mon pion de tour. Et au lieu de décaler vers le bas,
je défausse. C'est énorme. Donc on pourrait très bien avoir, allez, je vais peut-être pas exagérer, ne serait-ce que d'en avoir un, 4 actions standards, plus les actions gratuites. À consommer de préférence impérativement, parce que sinon, fin du round, ils sont perdus. Alors, fin du round, ils sont perdus, c'est bien, sauf que c'est pas précisé là. Alors, systématiquement, hein, malheureusement, ça c'est quand même un point de règle important. En plus, il y a la place. Ça aurait pu être rajouté. Bon, après, visuellement, quand on démarre notre round, on voit que on a un pion, c'est pas forcément normal. Je n'ai pas pensé de le défausser. Ok. Bon, bah, on a du bonus en plus. On prend, on prend. Alors, le descriptif des actions de base. Mon petit bonhomme, il est là, Monsieur Vélette. Alors, Vélette, ce qui était bien, c'est pas au passé, c'est actuel, au présent. Il démarre avec 20 points de vie. C'est celui qui a la jauge de vie la plus élevée. C'est un bourricot, je vous dis. Alors, Monsieur Vélette, pour tes actions déplacement, parfois la seule chose à faire, c'est de courir comme un dératé. Déplacez-vous d'un maximum de 3 cases. Action la plus courante permettant de traverser le plan de mission, ce déplacement entraîne le déplacement de votre pion. Attention. Quand on se déplace avec. Ok. Alors, 3 cases max, hein, en respectant les ouvertures, les portes, les fenêtres. Mais 3 cases max. Ah bah c'est une dinguerie parce que de là, je peux effectivement faire ça, ça, ça. Ah ouais, sacré raccourci. C'est marrant, j'allais dire, on est encore plus sur du jeu d'escarmouche par rapport à un dungeon crawler, mais pas du tout. Même dans un dungeon crawler classique médiéval fantastique, ça rejoint de l'escarmouche, hein, par rapport à nos actions de déplacement, d'attaque et autres. Est-ce que c'est l'effet post-apocalyptique? Peut-être. Bon, déplacement prudent. A, précision, ne peut pas être effectué en ligne de vue d'un ennemi, ce qui est logique. Ok. On se déplace d'une seule case. Ça n'entraîne pas le fait d'emmener le pion attention avec nous. Ok. Oh la vache. Oh, on a un gros paragraphe indigeste ou pas? Règle de déplacement des stalkers. Ah non, 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 pas du tout. Ça va être même la règle ultime des déplacements. Alors, le déplacement peut prendre diverses formes et provenir de sources différentes. Tous les déplacements sont soumis aux règles suivantes. X cases, on se déplace X fois dans une case adjacente, pas en diagonale, hein. Alors, les cases séparées par des terrains infranchissables bleus ou murs orange, sans fenêtre, ne sont pas considérées. J'en suis où là? Ne sont pas considérées adjacentes en ce qui concerne les déplacements. Ah, le symbole sur le plan avec le liseré hachuré, c'est sans fenêtre. Ouais. Ça, c'est pas le bon symbole alors. Parce que là, on a des traits noirs pleins. Ça, c'est une porte. Ok. Bon, faudra y faire gaffe quand on en verra au fur et à mesure. De toute façon, quand on construit un plan, hein, avant même de se lancer à jouer, bah, c'est toujours bien de regarder ce qu'on va pouvoir faire sur le terrain. Si nous entrons dans une case qui contient un ennemi, notre déplacement est interrompu et se termine. Ok.
Si on doit terminer notre déplacement dans une case comble, on se rappelle qu'une case comble, c'est une case qui contient le maximum de figurines. Alors, c'est pas d'entité, je crois. Il me semble que le terme, c'est entité. Sachant qu'une entité, c'est aussi bien nous que les ennemis ou les créatures. Enfin, oui, les ennemis pour le coup. Donc, la règle de case comble, on pousse l'une des entités, bah voilà, c'est marqué, qui s'y trouve, en commençant par les stalkers s'il y en a, vers une case adjacente. Oui, alors pourquoi en commençant par les stalkers, pourquoi on ne choisit pas qui est-ce qu'on pousse? Sans déconner. Si aucune entité ne peut être poussée pour faire de la place, vous ne pouvez pas aller dans la case. D'accord? Lors de votre déplacement, vous pouvez traverser les cases combles qui ne contiennent pas d'ennemis. D'accord? Si on a deux potes ici, il y a bien deux entités maximum dans la zone, mais on peut traverser sans problème. Très bien. Et enfin, si vous quittez une case contenant un ennemi, orientez la silhouette de ce dernier afin qu'il soit face à la case vers laquelle vous vous êtes déplacé. Ouais, il nous suit du regard, c'est logique. Ok, mais ça c'est valable que si on quitte la case qui contient un ennemi. Alors, en cas de figure, s'il était là, ouais, si on est comme ça, là il n'a pas de ligne de vue sur moi. Il regarde par là. Trois déplacements. 1, 2, 3. Je viens de quitter une case qui contenait un ennemi, il se retourne. Et le pion serait comme ça alors. Ah bah c'est justement après. Le pion, attention. Quand vous traversez une case en ligne de vue d'un ennemi placé rouge, dans la première case que vous traversez, qui n'est plus en ligne de vue de l'ennemi, quand on termine un déplacement en ligne de vue, on place le pion dans notre case. Quand on termine notre déplacement, si c'est rouge, enfin non, si rouge n'est pas sur le plan, on place jaune à la place. Ok. La règle du pion, attention, il faudra bien y faire gaffe au moment de nos déplacements. Ok. Alors maintenant, les radiations. Les radiations, on en a surtout ici. Ah, il y avait une règle qui ne me plaisait pas dans les radiations, c'est qu'à un moment, on comptabilisait deux fois la valeur. Si votre déplacement vous a fait décaler votre pion tour vers le bas et que vous entrez... Ah, c'est ça. C'est que l'on rentre ou que l'on quitte une case avec une valeur de radiation, on comptabilise à chaque fois. Alors après, c'est vrai que ça peut paraître logique, n'empêche, parce que on est, très affecté par l'effet de la radiation. Ah ouais. Bon, c'est vrai que d'habitude, je prends un exemple de cases, comment on appelle ça, les cases pas bloquées justement, mais avec des pénalités de mouvement dans les autres types de jeux. Quand on subit la pénalité de mouvement, on ne la subit généralement que quand on doit quitter la case. Par exemple, s'il y a de la boue, pénalité de 2, tac. Mais pas quand on rentre dessus et quand on la quitte. Donc là, ça change, il va falloir y penser. Ok. Et on augmente notre irradiation de la plus haute valeur, par contre, hein, si on traverse plusieurs cases. Ce montant est réduit par le modificateur de radiation de l'armure. Ah ouais, il faut y penser. Bon, la veste en cuir, hein, au démarrage, il n'y a jamais de baisse de l'irradiation. On peut avoir aussi du déclencheur. Si on rentre dans une case avec le symbole déclencheur, donc c'est l'équivalent d'un éclair, ou une case qui contient un symbole anomalie, on résout les effets déclenchés. Si l'effet éclair s'applique immédiatement et n'indique pas qu'il met fin à votre déplacement, vous pouvez le reprendre. Ok.
Donc, il n'y a pas tant de règles que ça. 1, 2, 3. Ouais, il y a 4 grands thèmes par rapport au déplacement. Ça doit être absorbable quand même, hein. Donc ça, c'était seulement pour les déplacements. Ensuite, on peut se préparer. Un échange rapide d'équipement avec un coéquipier ou une meilleure position de tir. Non, ou un meilleur positionnement de tir, d'accord. On reçoit un jeton concentration et on reçoit un boulon quand on se prépare. Donc on peut en avoir en plusieurs exemplaires. Alors ensuite, il y a une autre étape. Autant de fois que souhaité dans l'ordre de notre choix, les stalkers dans votre case peuvent échanger un artefact, un accessoire, une armure, un objet, une arme, un chargeur, un boulon ou une trouvaille personnelle importante. La vache. Et sous type de carte note trouvée lors des missions. Ok, donc en fait, on peut vraiment tout échanger, quoi. On peut aussi prendre une arme dans l'emplacement d'armes. Prendre une arme dans l'emplacement d'armes pour la mettre dans le sac à dos ou inversement. Ah, des accessoires. Les munitions restent dans l'arme. On peut prendre une armure dans l'emplacement d'armure pour la mettre dans le sac à dos ou inversement, hein. On peut monter ou démonter un accessoire sur une arme ou une armure. Prendre un artefact dans l'emplacement artefact pour le mettre dans le sac à dos ou inversement. Donc on peut remanier notre inventaire. Et ça, c'est une action préparation. Le rechargement, quand votre arme est vide, il faut bien y ajouter des balles. Si vous possédez un jeton concentration, considérez cette action comme gratuite. Vous ne défaussez pas ce jeton à la vache. Défaussez de l'une de vos poches, donc poche, un chargeur d'un type correspondant à votre arme, donc pistolet, fusil de guerre, fusil de chiasse. Les différents chargeurs sont comme ça. Donc on défausse le chargeur et on vient placer notre quota de munitions dans l'arme. Clac, clac, clac. Ok. Et bien sûr, on recharge au maximum de la contenance. Autre action, ça peut être une collecte. La zone est jonchée de tout un tas de trucs qui n'attendent que d'être ramassés. Et ça fait référence aux pions butin. Voilà, ça, ce sont des pions butin qui sont répartis sur le terrain. Choisissez un pion butin ou artefact. Yes, par rapport aux anomalies. Butin ou artefact dans votre case. On le retourne, on reçoit la récompense, on défausse. Donc ça c'est récompense et on défausse. Ce serait quoi ça? 2 boulons. Ok, on prend. Par contre, si c'est un artefact, ça dépend du type d'anomalie qui a lâché l'artefact. On se rappelle que sur les cartes artefacts, ici, on a le mot-clé de l'anomalie en question. Il me semble qu'on en avait 4. Hein. Chimique, gravitationnel, feu, électrique, je crois, l'autre. Chimique, gravitationnel, feu, électrique, c'est ça. Ok. Ça, c'est pas compliqué. Le leurre. Ah, le leurre avec les boulons. Parfois, une petite distraction peut suffire. Lancer un leurre vous permet de déplacer vos adversaires ou de les attirer droit dans un piège. À utiliser avec prudence, cependant. Vous ne pouvez pas effectuer cette action si notre jeton attention est rouge sur le plan. Ah ouais, ils sont pas complètement teubés non plus. Alors, pour créer un leurre, je défausse un boulon.
Choisissez une case à portée de 3 ou moins. Placez votre pion, attention, sur la... Alors par exemple, jaune ici, je jette un boulon ici. OK. Si vos ennemis se trouvent sur la case choisie ou dans une case adjacente, on pioche une carte activation jaune et on la résout. Mhm. Par contre, on n'active que les ennemis présents dans la case choisie ou dans une case adjacente. Et enfin, si l'un ou plusieurs de ces ennemis disposent d'une ligne de vue vers un pion attention, déplacez celui-ci de 1 en direction de son propriétaire. Ah ouais, donc ça c'est pour anticiper sur les prochains déplacements des ennemis. Le leur, waouh! Donc, je le jette à 3 cases max. Si je le jette là, cet ennemi-là est directement adjacent au boulon, enfin au leurre. Je vais choper une carte jaune et on l'applique. Contient attention jaune, un maximum de une case vers la salle la plus proche ne contenant pas d'ennemis de la même couleur. Alors, ça ne veut pas dire que l'ennemi va agir de la façon qu'on aurait espéré, hein, si je comprends bien. J'ai l'impression que c'est un peu à double tranchant cette affaire de l'heure là. Pour moi, c'était je jette ici, l'ennemi s'approche. Voilà. Et pampan tutu. Si je fais pampan tutu, ça voudrait dire que le truc il passerait comme ça, hein, je suppose, mais il y a des chances. Bon, tactiquement, ce sera à étudier cette affaire. La poussée. Alors, la poussée, c'est un déplacement involontaire qui ne peut être interrompu. Lorsqu'un ennemi est poussé, alors on est là, hein, lorsqu'un ennemi est poussé, orienter sa silhouette afin qu'il soit face à la case qu'il occupait. Ok. Et le déplacement prudent. Certaines actions vous permettent de vous mouvoir sans placer ou déplacer le pion attention. Dans un tel cas, votre attention n'est pas placée ou déplacée, sauf si vous terminez votre déplacement en ligne de vue d'un ennemi. La ligne de vue des ennemis est super importante pour les futurs tours et savoir si on va engager le combat ou pas. Ok. Ok, ok. Ouais, non, on est bon. Je ne suis pas perturbé. Alors, les boulons et les écrous. Votre meilleur ami dans la zone. Tous les stalkers ont pour habitude de fourrer leur poche de boulons qu'ils balancent dans les anomalies afin de tracer leur chemin. Prenez un boulon dans vos poches, placez-le sur un symbole anomalie de votre choix, à portée de 3 ou moins. Ah oui, c'est vrai, c'était pour créer des zones sûres. Comme ça me plaît pas. Tac, je le recouvre, le symbole rouge. Comme ça, je n'ai pas besoin, en me déplaçant dans la case, de lancer le dé pour prendre le risque de tomber sur le fameux symbole rouge. Ah, on est bien d'accord, hein? Les symboles anomalies couverts par un boulon sont ignorés lors des tests d'activation d'anomalie. Les boulons placés sur le plan sont retirés lors de la phase des ennemis et de la zone. On avait vu ça là, défausser tous les pions. Visibilité nulle et boulon du plan. Ok. Le poignard, toujours utile, que ce soit pour ouvrir une boîte de délices du touriste ou pour planter votre adversaire quand votre AKM est vide. Il s'agit d'une action d'attaque. Pour l'effectuer, vous devez être dans la même case que l'ennemi que vous attaquez.
Choisissez la partie du corps que vous ciblez, lancez 3 dés. Si vous tuez votre adversaire, réduisez votre attention. Alors, il ne faudrait pas qu'il y en ait un autre là. Visez la partie du corps. Alors, de base, c'est 3 dés. Imaginons qu'on ait une arme qui nous rajoute un dé. Il faut penser par exemple que Velvet, quand il fait un tir, il a 2 dés supplémentaires. Peut-être qu'il aurait une arme spécifique qui lui ferait rajouter avec le poignard un dé supplémentaire. Il faut choisir avant par contre la partie qu'on veut cibler. C'est chaud, non? Si je veux lui faire une blessure grave, je touche le torse. Allez, je lui fais une attaque au torse. 3, 4, 5, 6. Putain, il me manque juste un. Ah non, 6, c'est bon. Blessure grave, il en fallait 6. Ok, ça peut être chaud quand même, hein. Mais c'est pas mal le fait de cibler une partie du corps. Autre action, et où les trouver? Alors c'est quoi ça? Frag grenade. Aïe. Les stalkers peuvent faire de nombreuses choses qui sortent du cadre des actions de base. Ah, on avait déjà tout fait là. Ah ouais, ok. Combien on avait dit? 2, 4, 6, 8 actions de base, plus les actions gratuites. Ouais, c'est pas mal, hein. Assez riche. Alors, vous trouverez de nouvelles actions sur divers éléments de jeu, notamment les armes. Chaque arme dispose d'au moins une action d'attaque, qui nécessite généralement la consommation de munitions. Sur les cartes environnement, pour interagir avec la plupart des cartes en effectuant les actions qui y sont indiquées, vous pourrez ainsi révéler de nouveaux secrets ou progresser dans votre mission. Sur les objets, chacun possède sa propre action. Elle peut être effectuée si l'objet se trouve dans votre sac à dos. Ok. Les objets sont défaussés après utilisation. Oui, on avait vu, hein, là par exemple, la consommation d'un aliment fait que on défausse la carte. Et puis certaines actions sur les artefacts. Alors là, il n'y en a pas, mais on peut avoir certaines actions sur nos artefacts. Déclencheur instantané et règles supplémentaires avec le fameux éclair. Bien qu'il ne s'agisse pas d'action, les déclencheurs font partie intégrante du système de jeu. Ils peuvent se produire à tout moment si leur condition est remplie. Certains d'entre eux peuvent aider ou empêcher des actions, tandis que d'autres servent à dissimuler des informations tant qu'une action précise n'est pas effectuée, ou encore, ça peut servir à progresser dans la mission. Les déclencheurs apparaissent sur les cartes anomalies ou sur les altérations d'environnement. Ils servent à rappeler ce qui se produit quand un stalker ou parfois un ennemi entre dans une case donnée du plan. Ils indiquent si leurs effets s'appliquent immédiatement lors de l'action ou après celle-ci. Lorsqu'ils se produisent immédiatement, ils ne mettent pas fin à l'action, sauf indication contraire. Donc les déclencheurs sur les cartes terrain ou sur les cartes anomalies. Ok. Et après des règles supplémentaires. Ah oui, alors, votre personnage, de nombreuses pièces d'équipement, voire certaines cartes environnement, vous donne accès à diverses capacités qui sont indiquées par des symboles. Alors, beige, marron, vert, dont la couleur dépend de celle de la carte. Très bien. Ces capacités peuvent améliorer des actions spécifiques ou vous faire bénéficier d'effets passifs continus. Ah bah oui, l'artefact là.
C'est un effet passif pour améliorer l'action. Après un de vos lancers, vous pouvez recevoir un truc pour relancer les dés de votre choix. Et le truc, c'est un pion que je ne trouve jamais. Ça peut pas être un pion vulnérable. Ah bah si, peut-être, c'est un pion vulnérable, mais qui nous autorise à relancer un dé. Si par exemple un lancer de grenade se passe pas bien, qu'on l'a jeté à nos pieds. Ah, ce serait con ça. Ok, donc oui, tactiquement, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ah, on est presque à un niveau maladoumesque, hein, mine de rien. Un encart sur les attaques. Bon, les attaques sont détaillées page 27, on y viendra. Pas aujourd'hui, certes, mais on y viendra. Ok, alors attention, les radiations environnementales. Au nom de Zeus. Même toutes ces années après le premier incident, de nombreux secteurs irradiés parsèment la zone. Le stalker avisé saura quand les traverser et comment s'y préparer. Une bonne protection et une bouteille de vodka sont déjà un bon départ. Chaque fois que vous décalez votre pion tour d'un cran vers le bas, clac, en effectuant une action, généralement. Si vous avez été présent au cours de votre action sur au moins une case radiation, augmentez votre irradiation de la plus haute valeur qui apparaît sur les fameuses cases. Ce montant est réduit par les modificateurs potentiels de notre armure. Compteur Gégère, il est beau le compteur, il est beau. Conservez ce compteur à côté de votre PDA afin de facilement indiquer l'irradiation que vous avez accumulée au cours de la mission. Quand vous l'augmentez, tournez la roue dans le sens croissant, tournez-la dans le sens inverse si vous la réduisez. Lors de la dernière phase donc des ennemis et de la zone, ainsi que lorsque le jeu le demande, vous pouvez subir une exposition aux radiations. Irradiation critique. Alors, si votre irradiation vient à dépasser 16 et entre dans la partie grise 14, 15, 16, ouais, on dépasse, on rentre dans la partie grise, ok. Lancez immédiatement 4 dés, perdez un montant de points de vie égal au résultat de succès obtenu. Oh putain, c'est méchant. Puis réglez votre irradiation à 16. Ah d'accord, c'est le max. Ok. Ah oui, il peut y avoir certains effets de jeu sur les cartes qui nous disent lancez vos dés de radiation. Par exemple, si je tombe sur une carte qui fait ça, je suis à 11. Là, on voit qu'il y a 2 dés. Il pourrait nous dire, bah voilà, vous perdez autant de points de vie. Là, je perdrai 2 points de vie. Par contre, gros truc méchant, j'arrive à 16, je suis en gris. On perd en nombre de points de vie l'équivalent de 4 dés. 2, 3, 4, 5, 6. Ouf. Ça peut carrément nous coucher au moment où on va pas s'y attendre. Oh, ça va gueuler. Excellent. Bon, c'est tout con. C'est tout con, mais il va falloir consommer peut-être certains éléments objets qu'on va trouver pour baisser les taux. Bien, bien. Ah bah voilà, il n'y a pas plus à savoir sur le compteur Gégère. Alors c'est ça aussi qui me plaît dans Stalker, mine de rien, c'est que on a plusieurs paragraphes de règles, certes, mais à chaque fois, c'est pas dur. Il n'y a pas toute une foultitude de règles pour un paragraphe donné. Donc c'est à retenir, c'est plutôt pas mal. Là où je pense avoir un petit peu plus de mal, ce serait avec ce jeton attention. Et on y vient justement.
Dès que vous levez le petit doigt, il y a toujours quelqu'un pour le remarquer. Et en général, ce n'est pas très bon. De nombreuses actions vous demanderont de placer votre attention sur le plan, ce qui va tirer les ennemis vers vous. L'attention s'estompe avec le temps, ce qui vous permet de l'utiliser à des fins tactiques. Le placement de votre pion n'implique pas forcément une réaction des ennemis, mais exercera néanmoins une influence sur leur comportement lors de l'étape de leur activation. On a la face minimale. Ah, là par contre, ça n'a pas été traduit dans cette version. Nous sommes en page 22. Ça nous dit représente le bruit que vous faites ainsi que les autres traces de votre présence que les ennemis peuvent ignorer. Il peut s'agir de quelques pas à un rythme trop rapide ou d'une élimination à l'aide d'une arme munie d'un silencieux. Si le plan ne contient que des attentions jaunes ou s'il n'y en a pas, les ennemis ne cherchent pas forcément à vous traquer et continueront leur patrouille. Ok les gars. Par contre, dès qu'on est en maximal, représente le bruit que vous faites, ainsi que les autres traces de votre présence que les ennemis vont pouvoir suivre. Tirer avec une arme ou vous déplacer sous leur nez va alerter vos ennemis qui vont entreprendre de vous traquer. Si le plan contient au moins un pion attention, le comportement des ennemis devient plus agressif. Et ils vont se concentrer sur la source de leur attention. En encart, on nous dit que tant que votre attention est rouge sur le plan, aucun effet ne peut placer votre attention en jaune. Tant qu'un ennemi dispose d'une ligne de vue sur votre stalker, votre attention est rouge dans votre case. Et aucun effet ne peut déplacer, placer ou réduire votre attention. Ok, ça ce seront deux règles importantes à noter dans le mémo. Parce qu'après, mine de rien, on a la possibilité de réduire cette attention. Certains effets la réduisent. Quand vous la réduisez, votre face rouge devient jaune. Quand vous réduisez le jaune, ça revient sur le PDA. Ok. Alors ça, l'attention, ben ça apporte vraiment bien son nom. Hein. À voir comment bien l'utiliser sur le plateau. Toujours aussi se souvenir qu'on a la notion de timer. Donc on ne peut pas seulement s'autoriser à faire des déplacements prudents. Hein, d'une case, d'une case, d'une case, d'une case. Là, on ne sera pas au bout de nos peines. Excellent. PDA et équipement. À la vache, on enchaîne. Alors, le PDA et équipement. On en vient à parler de ça. Dans le détail. Ben non, ben reste là, mon coco. Ça va là. Ok, ok. Alors, le PDA, plateau joueur, constitue l'élément de jeu le plus important des joueurs. Lors des missions, vous allez y conserver votre équipement et y trouver toutes les informations relatives à votre stalker. Il est composé comme suit. En 1, l'emplacement de stalker. On met notre carte. En 2, emplacement du tour. On vient placer les pions tour que l'on va décaler d'un cran vers le bas. Alors, A et B. A et B, yes. Au début du round, les pions doivent se trouver en haut. Une fois qu'on a effectué 2 actions, ils doivent être en bas. En B, pion lésion critique. Quoi? Pion lésion critique.
Je l'ai pas là. En 2B. Placez un pion ici lorsque vous avez subi une lésion critique, ce qui a pour effet de bloquer une partie de l'emplacement. D'accord, 2A, 2B. Ah ouais, ok, on serait comme ça alors. Ah oui, 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 d'accord. 2B, c'est là. Ça veut dire qu'on ne peut pas monter notre curseur complètement en haut. On vient placer un marqueur. Placer un pion ici. À moins que on ait un pion lésion critique. Ça, je ne sais plus. Tiens, je vais regarder dans le mémo pion. Mémo matériel. Pion ennemi, artefact, ennemi, anomalie, vulnérable, neutralisé, concentration, boulon, nul. Container. Ah oui, mais oui, mais oui, mais oui. Couillon de la lune, lésion critique, c'est ceux-là. Les pions, les... Ah bah alors pour le coup, vous voyez, ça, on n'est pas obligé de les laisser sur ce qui va aller dans les éléments de jeu. Ah bah si, j'allais dire, on peut les mettre simplement dans les bacs qui concernent les stalkers. Mais non, 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 ça, on les utilise en jeu. Donc, c'est pas ça qu'on vient placer, c'est ça. Et puis là, oui, oui, carrément, chiotte, ça me bloque une action. Donc, si j'ai une lésion critique, je ne peux faire qu'une action pour ce tour. Ok. C'est bien ça. En 3, on va aller chercher notre emplacement d'armes. C'est ici que vous mettez l'arme dont on est équipé, les accessoires en B sur les côtés, accessoire 1, accessoire 2. Piste de chargeur, elle est là, les munitions. Ah non, 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 attendez, si c'est ça, les pistes des munitions, c'est bien ça. En 4, emplacement d'armure. L'accessoire d'armure en B, ok. Emplacement d'artefact, c'est ici en haut à gauche. C'est ici que vous mettez l'artefact dont vous êtes équipé, doté de la valeur de radiation la plus élevée. Ah ouais, d'accord. Faut s'en souvenir. Conteneur de base. Yes. Ensuite, conteneur d'artefact. Conteneur de base. 5B. Selon votre armure, c'est ici que vous pourrez placer un pion conteneur artefact. Conteneur amélioré. Conteneur avancé. Yes. Carte artefact 5C. A, B, C. Ah, d'accord. Je me disais, tiens, c'est bizarre, ils ont fait un PDA chelou. Initialement, je croyais que c'était pour venir loger le compteur Gégère, mais pas du tout. Et donc, en fait, c'est quoi ça, carte artefact? C'est ici que vous pouvez mettre un maximum de 2 artefacts dont les valeurs de radiation sont couvertes par le PDA. Tu vois? Carte artefact au hasard. Ah oui, ok. Dont les valeurs de radiation sont couvertes par le PDA, effectivement. Ça cache ça. Bon, il faudra bien voir comment les utiliser. En 6, notre sac à dos en dessous, là. Pour les cartes équipement dont on n'est pas encore équipé. Nos poches, on vient y conserver nos boulons, chargeurs, ainsi que certains pions. Le pion 8, attention, ici, oui, dans le logement triangulaire. Et enfin, notre piste de point de vie, ici. Bon, ça va, hein. Le PDA, non seulement il est joli,
mais en plus, il est bien détaillé, bien foutu. Aïe, 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 tombé à 0 point de vie. Vous recevez une lésion critique. Ok. Si vous subissez une troisième lésion critique, vous mourrez. Ouais. Ouais, ça me rappelle l'ISS, hein. Si on subit une quatrième blessure, on tombe. Bon, bah là, ce sera la troisième, ce qui est normal. Alors, par contre, quand on a subi 2 lésions critiques, on n'a plus qu'une action par tour, hein. Ça devient chaud patate. Les lésions critiques et la mort sont détaillées en page 29. Alors oui, on va pouvoir mourir. Ouïe, ouïe, ouïe. Ça rigole pas, mais c'est très thématique. Ah bah justement, perdre et récupérer des points de vie. Quand vous perdez des points de vie, avancez le marqueur vers la droite, ça dégringole. Quand on en récupère, on va vers la gauche. Bon, du nombre de cases correspondantes. Logique. Notre carte Stalker. Alors, les joueurs endossent le rôle de Stalker qui, mus par différentes motivations, se lancent dans l'exploration de la zone. Chacun est représenté par une carte distincte, bien qu'ils soient tous uniques, ils partagent néanmoins des informations communes. Le nom. Le montant de points de vie maximum du personnage. On ne peut jamais dépasser ce montant. Alors pour s'en rappeler, si on démarre à 16, on pourrait très bien, je ne sais pas si c'est prévu, hein, mais on pourrait très bien venir boucher là les autres valeurs. Non, j'ai dit si je commence à 16, hop, j'irai pas plus loin. Voilà, c'est pour le fun, ça peut être un plus. Ensuite, la compétence de tir. La compétence de tir, oui, ici. Le nombre de dés jaunes lancés lors de chaque attaque armée. Il peut arriver que la compétence de tir d'un perso varie avec la distance qui le sépare de la cible. Ah oui. Ça peut varier en fonction de la distance. Alors attends, je te remets là. Ah yes, Milady. Si elle est à une portée de 0 ou 3 cases, seulement 2 dés, mais elle est plus efficace avec 3 dés pour une portée de 4 cases et plus. Et snipe la gueule. Elle est gentille. Ok, ensuite, les capacités. Alors ça, faut s'en rappeler, hein, comme dans tous ces jeux-là. On nous octroie des capacités, à nous de nous souvenir qu'elles existent d'une part et à quel moment il serait souhaitable et judicieux de les consommer. Ok. Et puis l'histoire, ça c'est sur le verso de la carte. Pour le fluff, parce qu'on va avoir chacun des motivations différentes. Le pion stalker de tête. Pour une action gratuite, retournez ce pion et passez-le au joueur suivant pour choisir une option. Ah, il y a du soin. Récupérer 2 points de vie ou recevoir un jeton concentration. J'aime pas la face là, hein. Attention, irradiation. Donc, tout groupe a besoin d'un chef. Le titre de stalker de tête passe d'un stalker à l'autre. Certains effets trouvés notamment sur les événements renvoient au stalker de tête. C'est également lui qui a le dernier mot en cas de litige entre les joueurs. Tant que vous le détenez, vous pouvez effectuer l'action suivante qu'on vient de lire, hein. On retourne, ou on se soigne, ou on reçoit un jeton concentration. Une fois effectué, le joueur suivant sur la gauche reçoit le pion. Cependant, il ne pourra pas effectuer l'action du pion. Ah oui, d'accord. Ok, mais en fin de round, on va le retourner et au round suivant, le nouveau stalker de tête pourra le consommer. Ah, vous pouvez effectuer cette action même si vous n'en retirez aucun bénéfice, simplement pour passer le pion. D'accord. Encore un bonus. Ça, c'est vraiment super sympa. Alors par contre,
quand je joue seul, est-ce qu'on va avoir une restriction? Mais je ne pense pas. Un tour sur deux. Non, un round sur deux. En solo, je vais bénéficier de l'action gratuite. Premier round, je le consomme. Je fais mes actions plaf plaf plus cette action-là, stalker de tête. Je le retourne. Donc au second round, je ne le consomme pas. À la fin du second round, après avoir fait mes actions plof plof, je le retourne. Donc au troisième round, enfin pas forcément après, mais au troisième round, là je peux de nouveau l'utiliser. Ok, pas mal. Alors ça, faut y penser, hein. Si on l'a, c'est pas fait pour des prunes. Une fois cette action effectuée, tchouk tchouk tchouk, ça je l'ai lu. Les objets maintenant. Ah, direct. Ok. Bah, stalker de tête, c'est simple, hein. Simple, rapide, efficace. Arrête de gigoter. Objet. Quelques cartes objets à disposition quand même, hein. Il représente diverses pièces d'équipement que l'on trouve en abondance. Oui, alors en abondance, on va se calmer. Il est où mon petit pain? Il est là. Ok. Il peut aussi bien s'agir de grenades, trousses de secours, provisions. Ils sont conservés dans le sac à dos et sont à usage unique. On a le nom, le type, là par exemple nourriture. Ah oui, et certains effets de jeu peuvent renvoyer à ce type. Par exemple, recevez un objet nourriture. Alors quand on a marqué recevez quelque chose, je crois qu'on passe les cartes les unes à la suite des autres jusqu'à ce que l'on tombe sur le type souhaité. Je crois c'est dans ce jeu-là, oui. Ils ont déjà dû l'évoquer, ça. Chaque objet possède une action à usage unique. Ok, après il est défaussé. Et la valeur en coupon, le prix de l'objet qui représente sa valeur moyenne dans la zone. Ok. Donc, on pense à consommer nos objets surtout, hein. De même que nos armures, qui nous fournissent une protection contre les attaques des ennemis, parfois réduisent l'irradiation. On ne peut avoir qu'une seule armure équipée à la fois, mais on peut en conserver d'autres dans le sac à dos. La zone est un endroit impitoyable. Un stalker avisé sera toujours équipé d'une armure. Bien que leurs aspects ou leur efficacité puissent varier, elles partagent certaines caractéristiques communes. Ok, donc j'ai déjà la mienne. L'armure de cuir, non, la veste de cuir basique. Le nom en haut à gauche, oui. La valeur de défense, c'est le nombre de dés verts que vous allez lancer lorsque l'on se défend. Chaque résultat succès diminue la valeur de dégâts. Radiation environnementale. Ici, ça modifie la valeur en radiation qui apparaît sur les cases, vous permettant de réduire les radiations subies. Certains effets peuvent directement augmenter votre irradiation. Dans ces cas spécifiques, il vous sera indiqué si votre armure vous protège. Yes. Ah oui, alors j'allais dire là, ça réduit rien. Oui, mais si je rentre... alors, déjà, si je quitte cette case avec 4, si j'ai une armure qui réduit de 1, j'en prends que 3. Je rentre dans la case au cours du même déplacement qui contient 4. Si j'ai une armure avec toujours 1, je n'en prends que 3. Mais alors, ça veut dire que si je fais 1, 2, 3, ça fait 4 et 4, 8, 10 d'un coup. Oh putain. Seconde action de 3 cases. 1, 2, 3. Je quitte, ça fait 4. 4 et 3, 7. Rien qu'en traversant de là à ici, on pète. On fait un tour de compteur et on arrive sur 16. Bim. On jette 4 dés. Bim. On perd nos points de vie. C'est mortel.
Ça, c'est mortel le truc. Donc, sur certaines tuiles, on va avoir des zones à surtout ne pas franchir, hein. Ou alors si on n'a pas le choix. Par contre, il n'y a aucun élément de jeu qui impacte les ennemis avec les radiations. Ça, c'est pas normal. Alors, les ennemis qui sont des entités bizarres, des psioniques, des créatures sorties tout droit de la radiation générale de la zone, ok. Qu'elles soient pas impactées, c'est normal. Par contre, que les ennemis humanoïdes, tout ce qui est bandits, là, vous êtes combien d'ailleurs? Bandits, 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 snorktic, pseudo-géant, contrôleur, poltergeist, rongeur, zombie, sensu, islam, rampeur, chien, mais alors chien bien attaqué, mercenaire, chimère et cornu. Ah ouais, d'accord. En fait, il n'y a que quatre types d'ennemis humanoïdes seulement. Enfin seulement, c'est déjà pas mal. Et eux ne sont pas affectés par l'irradiation. Alors je suppose que c'est parce que ça rajouterait de la lourdeur. Il faudrait peut-être mettre des pions vers radiation pour voir. Puis quand ils arrivent à, je sais pas moi, une valeur de 10 ou 16 comme nous, ils tombent. Ouais, je pense qu'ils n'ont pas fait ça parce que ça alourdit beaucoup. Mais bon, c'est un petit déséquilibre peut-être. Ok, on enchaîne. Alors sur notre veste là, qu'est-ce qu'on a? Oui, armure. Conteneur d'artefacts. En 4 conteneurs d'artefacts. Alors là, il y en a un. Conteneur d'artefacts base. Basique, amélioré ou avancé. Indique la qualité de votre protection contre l'irradiation. Et si vous devez utiliser le pion conteneur d'artefacts. Alors qui va se loger là, hein. Base, base. Bon, on verra plus loin. Les règles supplémentaires en 5 en bas de carte au cas où. Alors la veste de cuir ne possède pas de règles supplémentaires, c'est trop basique. Emplacement d'accessoires, oui. Accolé ici. Pour installer un accessoire d'armure. La valeur en coupon pour le prix. Et le rang de l'armure en 8, c'est quoi ça le... Ah, d'accord. Ah, yes, le rang de l'armure. Mais oui, c'est vrai. Comme les cartes accessoires, on a un rang, donc 1, 2 ou 3. Il n'y a pas beaucoup d'armure de rang 1. Pour 4 stalkers, veste en cuir en 4 exemplaires, tenue NBC, 4 exemplaires. Ah ouais, il n'y a vraiment pas plus. Bon, c'est toujours bien quand même en valeur niveau 1, on a 3, 4 cartes différentes. Mais enfin, l'intérêt, ça va être que rapidement, on aille choper du niveau 2, niveau 3, hein. Ok. Alors, les accessoires d'armure. Donc, ça vient là. Et les accessoires d'armure, oui, ce sont tous ceux-là. Pareil, hein, rang 1, rang 2. Ah, il n'y a pas de rang 3 en accessoires d'armure. Ceux-ci sont universels et peuvent être installés sur n'importe quelle armure. Ça peut être un détecteur, le fameux détecteur pour les anomalies. Des sacoches supplémentaires pour transporter plus de matériel ou des plaques défensives vous fournissant plus de capacité. Ok, que du bonus. Ensuite, les artefacts. Alors on voit qu'on n'a pas de niveau sur les artefacts, mais je crois qu'ils sont suffisamment puissants de base. Le véritable butin de la zone, des objets dotés d'effets étranges et surnaturels.
Ces objets particuliers peuvent être obtenus en cours de partie, notamment en explorant des anomalies. Ils permettent aux stalkers d'accéder à de puissantes capacités spéciales au prix d'une exposition aux radiations. Chiotte. Vous pouvez transporter des artefacts dans votre sac à dos sans le moindre risque. Cependant, si vous souhaitez bénéficier de leurs effets, vous allez devoir vous en équiper. Vous pouvez avoir un maximum de 3 artefacts équipés en même temps. Ok. Vous pouvez conserver les autres dans votre sac à dos. Ils ont des formes et des effets variés en partageant les mêmes caractéristiques communes. Alors, le nom, ok, le type, en fonction de l'anomalie dans laquelle on l'aura collecté. Un effet spécial en bas. Ah ouais, par exemple, avec la batterie, là, déplacez-vous d'un maximum de 4 cases au prix d'une action standard. La valeur en coupon et l'irradiation de base. Ce sont celles auxquelles on est continuellement exposé lorsque l'on équipe l'artefact. Lorsque je l'équipe, je suis continuellement exposé à 4. Ok. Alors, c'est irradiation de base. Chacun d'eux possède sa propre irradiation de base indiquée dans le coin inférieur droit. Lors de l'étape exposition aux radiations de la dernière phase, donc ennemi et zone, si votre irradiation actuelle est inférieure, ah ouais, ok, à votre irradiation de base, vous pouvez augmenter votre irradiation pour correspondre à celui de l'artefact. Ah mince, ça veut dire que à la fin du tour 2, j'ai chopé cet artefact et je m'en équipe. Par chance, je n'avais une irradiation que d'une valeur de 2, mais malheureusement, à la fin du round, ici il y a marqué 4, je suis obligé de monter à 4. D'accord. Si vous êtes équipé de plusieurs artefacts, mais les autres vont être ici, avec l'irradiation de base cachée. Seul celui doté de la plus haute valeur est pris en compte. Il doit être placé dans l'emplacement supérieur. Ah ok, à la vache. Donc si j'ai une batterie, des neurones et le cyprin, je suis obligé de mettre une valeur de 6. Et si à la fin du round, je n'ai pas la bonne irradiation, j'augmente à 6. Simple. D'accord. Euh, L'irradiation de base d'un artefact peut être réduite en s'équipant d'une armure pourvue d'un conteneur amélioré ou avancé. Ah ouais, ok. Les conteneurs d'artefacts sont représentés par les pions suivants qui sont placés dans l'emplacement prévu à cet effet. C'était cela. -2 ou -4. Ok. Donc là, en fait, l'irradiation de base passe à 4-2, 6. Et si par chance, on améliore encore plus, en conteneur avancé, ça réduit de 4. Ça veut dire que on peut même avoir une irradiation de 0, complètement cachée. Ah oui, alors ils l'ont mis en dessous parce que sinon ça cache le texte. Euh, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Ah, c'est encore en anglais là. Une amélioration. Ouais, c'est ça. Améliorer, c'est -2. Et puis avancer, c'est -4. Bon, faut aller les choper ces trucs-là, hein. Et ça, c'est lié aux vestes, enfin aux armures que l'on va trouver. Dac.
le sac à dos. Bon, encore une fois, hein, on a des petits paragraphes sur les différents éléments, ou bien plateau de jeu, ou bien plateau joueur, mais ce ne sont pas des usines à gaz, ça fait bien plaisir. Alors, donc, sac à dos. Un sac à dos peut se révéler plus indispensable qu'un flingue. L'espace situé sous votre PDA le représente. Pendant la mission, c'est là que vous conservez tous vos objets, ainsi que les cartes équipements que vous n'utilisez pas. La contenance de base est de 6 cartes. 6 cartes max, c'est bien marqué ici. Armure, artefact, accessoires, objets, armes. Armure, accessoires, objets, artefacts, armes. Ok. Par contre, les objets armes prennent qu'une place. Non, je pense qu'une arme dans le sac à dos va en prendre 2. Ce qui paraîtrait logique. Et oui, après, on est comme ça. Ah ouais, c'est déjà bien rempli, hein. Accessoires, armure, artefact. Ok, bah je pense qu'ils vont nous le dire. Pendant la mission, si vous vous retrouvez avec plus de cartes équipement que la contenance du sac, vous devez défausser toutes les cartes en plus. Vous choisissez ce que vous défaussez. Ça peut être la carte que vous venez d'obtenir ou pas. Lorsque vous équipez avec l'action de base préparation, ignorez cette contenance et vérifiez seulement quand l'action est résolue. Donc on a toujours 6 max. Les objets sont les seules cartes à pouvoir être utilisées depuis le sac à dos. Toutes les autres cartes n'ont aucun effet. D'accord, donc seules les cartes objets peuvent être utilisées à partir du sac à dos. Oui, ça rejoint la boisson, la nourriture notamment. Toutes les autres cartes n'ont aucun effet tant qu'elles se trouvent dans le sac. Elles doivent être équipées en effectuant l'action de base préparation. Recevoir une nouvelle carte. Équipement. Lorsque vous recevez une nouvelle carte équipement grâce à du butin, placez-la dans votre sac. Vous pouvez également choisir de vous en équiper immédiatement en la remplaçant. Ok. S'il s'agit d'une carte armure, vous pouvez installer tout accessoire en votre possession. Ah oui, directement, on peut faire nos combos. Les armes acquises sont entièrement chargées. Si vous la mettez dans votre sac à dos, mettez le nombre de munitions sur la carte arme. Si vous vous en équipez, transférez le nombre de munitions sur le PDA. Ah oui, si je trouve un Viper 5, mais que je ne veux pas le remplacer l'arme tout de suite, ce qu'on fait, c'est pas qu'on vient y positionner un chargeur identique, mais on vient mettre là par exemple 6 munitions. Je sais qu'il y aura 6 munitions dedans. Donc quand je l'équipe, crac, je viens remplir ma ligne complète. Ok. Ah bon, pas de souci par rapport au sac à dos. Les poches. Pantalon à large poche ou sacoche tactique, tout bon stalker a besoin d'un endroit où fourrer ses boulons et chargeurs de rechange. En mission, vos poches servent à conserver vos boulons et chargeurs ainsi que certains pions reçus. Si un effet vous demande de défausser un boulon, un chargeur, on les prend dans les poches. Les boulons peuvent servir à effectuer 2 actions de base, boulon et écrou plus l'action leurre. Boulon et écrou sert à vous frayer un chemin sûr dans les anomalies, tandis que leurre vous permet de distraire les ennemis, tout bêtement. Le rang sur certaines cartes équipement, indiqué au dos de la carte, oui, qu'est-ce que... On l'a vu ça. Ça indique la disponibilité et l'efficacité d'une pièce.
Certains effets de jeu, généralement marchand récompense, renvoient au rang d'un équipement. Si un effet ne fait pas référence au rang, celui-ci est ignoré. Ok. Ah, carrément ignoré. Donc si on nous dit recevez un accessoire, bah oui, ça tombe bien. On mélange tout. Signifie que vous mélangez le paquet et que vous piochez la première carte, qui peut aussi bien être un rang 1 qu'un rang 2. Ah ouais. Donc en fait, on ne les classe pas. Ouh la vache, il n'y a pas beaucoup de rang 2. Hein. 2, 4, 5, 6. Genre, il n'y a que 6 rangs 2 dans les cartes accessoires. Eh ben mon vieux. Ok. Ok, ok. Pourquoi on parle des armes? Ah oui, si, si, c'est normal, parce qu'après, alors après, pas dans la foulée, mais une fois qu'on aura vu nos armes et nos accessoires d'armes, on aura fait le tour de notre PDA. Donc prochaine session, on pourra passer aux attaques. Là, ça va chier des bulles. Il n'y avait pas de paragraphe, non, spécifique. Ah, ça, j'avais oublié, là, je vois face effective. Ah zut, c'est en anglais. Bah alors, c'est pas grave, hein. Franchement, encore merci, merci Jean-Marc de m'avoir chopé ce PDF VF, c'est cool. Alors, la face effective porte des symboles spécifiques permettant de déclencher des effets supplémentaires lors des attaques armées. Ah ouais, c'est lors des attaques, ça renvoie à un effet spécifique. Ok, bon, faudra y penser. Les armes. Face aux nombreux dangers, une bonne arme se révélera indispensable. Vous ne pouvez avoir qu'une seule arme équipée à la fois, une autre dans le sac à dos. Alors, pas une autre, hein, c'est d'autres au pluriel dans votre sac à dos. Chaque stalker se doit d'avoir une arme sur lui en permanence, sous peine de voir se transformer la moindre rencontre hostile en un véritable cauchemar. Bien que leurs aspects ou leur efficacité puissent varier, les armes partagent des caractéristiques communes. Le nom, la portée, indique la distance, hein, logique, à laquelle l'arme est la plus efficace. À cette portée exacte. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette phrase? À cette portée exacte, la face de succès des dés verts est considérée comme affichant 4 succès au lieu de 2. Il n'y a rien à voir avec la face effective. À cette portée exacte. Ah la vache, mais c'est ultra balèze. Ma portée effective, là, est de 0 à 2. Ça veut dire qu'à cette distance qui est considérée comme la distance la plus efficace, si en jetant mon dé, donc de base c'est 2 dés... Ah non, c'est les faces de dés verts par contre. Si je lance que j'obtiens 2, puisque je suis dans ma portée effective maximale, enfin la plus efficace, on considère que c'est 4. Putain, va falloir s'en rappeler de ça. Ouh, du Dieu. La portée maximale, par contre, portée max 3, donc de 0 à 3, par contre, je peux tirer. Ok, le nombre de munitions, c'est le type, donc on peut avoir pistolet, fusil de guerre ou fusil de chasse, ou même des munitions spéciales. Ok. Quand c'est dans le sac à dos, on met le nombre ici. Quand c'est équipé, on met le nombre ici en munitions. L'emplacement
accessoires, on en a 2 maximum. Ok. Donc ça sert à améliorer l'arme, c'est logique. Le trait de l'arme, divers effets qui peuvent soit s'appliquer lors d'une attaque en fonction du nombre de masques obtenus. Alors on n'a pas de masque sur les dés verts, seulement sur les dés jaunes. Ou alors un trait peut être actif en permanence. Ah oui, c'est vrai, avec le Viper 5, tous les 3 masques on inflige une vulnérabilité. Et après, les actions spécifiques. Donc là, avec le Viper 5, ce sont 2 actions standards qui nous coûtent donc une action. Alors certaines, ça peut être une action standard, d'autres une action gratuite. Coût en munitions. Ah oui, faut pas oublier à chaque fois qu'on fait une action d'arme, on défausse le nombre de munitions spécifiques. Je peux faire une rafale, ça me consommerait 3 munitions, mais ça me permet de jeter 2 dés verts de plus. Ok. Si ma rafale est effectuée dans sa distance effective la plus efficace jusqu'à 2 cases, que je lance, je fais mon tir. Si j'obtiens le symbole 2, il faut penser à ce que ça fasse 4. Ça ferait 4 et 3, 7. Oh! 7 plus au moins 3 masques. Non seulement il est bien blessé, mais en plus je lui colle une vulnérabilité. Ah bah ça, c'est un jet à refaire très souvent. Ok sur le fonctionnement. Ah, les chargeurs. Donc les chargeurs là sur le côté, 3 types. Alors, pistolet, c'est celui-ci. Fusil de guerre, c'est la forme banane. Et dans un fusil, on vient y positionner des cartouches. C'est relativement simple à se rappeler. Donc attention au type de munitions par rapport au... Oui, on peut très bien trouver... Si par exemple je trouve des cartouches, je ne vais pas pouvoir consommer les munitions cartouches pour les mettre dans le Viper. Ça ne correspond pas. Yes. Alors, ensuite, donc le nombre de dés qu'on lance en plus des dés du Stalker qui sont indiqués sur notre carte. Attention, comment ça? Attention. En E, attention. Je suis en point numéro combien là? 7E. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A, B, C, D, E. Ah oui, ok. Oui, oui, oui. Que je fasse un coup par coup ou une rafale, mon pion attention suite au tir sera de toute façon placé sur la face rouge. Si j'ai un silencieux, par exemple, ça pourrait réduire le en jaune seulement. Ah ouais, donc va bien falloir détailler à chaque fois, hein, tant qu'on n'a pas tout ça en tête. Ok. Certaines armes vont nous donner des effets supplémentaires, hein. Ça peut être un choix libre de la partie du corps qui est visée, un nombre d'étoiles ou un nombre de masques supplémentaires. Ok. La valeur en coupon, très bien. Et le rang, ça c'est de l'autre côté, rang 1. Et pour compléter, très important, on peut venir greffer nos accessoires. 2 emplacements. Tous les accessoires ne sont pas adaptés à toutes les armes. Pour que vous puissiez installer un accessoire sur une arme, les deux doivent correspondre. Notez que le type ne constitue pas le seul élément important. Certains accessoires, par exemple, s'appliquent à un type d'attaque spécifique que l'arme que vous souhaitez améliorer ne possède pas. Modifie ton arme avec sagesse, Stalker.
Ah ouais, alors là, va falloir faire attention quand on va jongler. C'est quoi ça? Accessoires, visée laser. Là, on a un symbole jaune. Ouais. Une poignée tactique, c'est un symbole jaune. Lunettes thermiques, symbole jaune, ok. Lunettes. Silencieux. Bon, faire attention. Il peut y avoir des petites améliorations sympas, hein. Alors, bien sûr, on ne doit pas pouvoir cumuler, enfin, c'est pas bien sûr, et pas pouvoir, c'est une certitude, on ne peut pas mettre deux lunettes, une à l'avant, une à l'arrière de notre arme. Voici tous les emplacements d'accessoires que vous pouvez trouver dans la boîte de base. Notez qu'un des types d'emplacements se trouvant sur les armes peut recevoir deux types distincts d'accessoires. Mhm. Notez qu'un des types d'emplacements se trouvant sur les armes peut recevoir deux types distincts. Ouais, ok. Ok, ok. J'ai pas compris. Notez qu'un des types d'emplacements se trouvant sur les armes peut recevoir deux types distincts. Alors, il y a des effets crantés là. Ah ouais, c'est pour venir nous faire nous souvenir que ça vient se clipser correctement dessus. Ah oui, d'accord. Ah, putain, c'est vachement bien foutu. Le silencieux, il vient là, par rapport à ça. Je peux pas le mettre là alors. C'est ce que je comprends. Ouais, 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 il y a trois types différents. Ok. Bon, ça donne en tout cas de quoi booster encore plus nos valeurs d'équipement. C'est quand même très chouette. Ah ben non. Attaque des stalkers, on passera à la page 27. Donc, on stoppe ici. Alors, sacrée découverte faite par rapport au compteur Gégère, là. On atteint 16, c'est vraiment pas bon, on est blessé. Et puis attention aux valeurs. On peut très bien stocker 3 artefacts équipés. Celui qui vient là, c'est celui qui possède la plus haute valeur, qui a une incidence éventuellement en fin de round sur le compteur, ok. Par contre, on ne comptabilise pas les valeurs compteur Gégère pour les artefacts dans notre sac à dos. C'est ce dont je me souviens. Ok pour ça. Et ça, j'ai découvert la règle, elle est sympa. Bon, les éléments sur le PDA, ça c'était plutôt simple. Ce à quoi il faudrait que je sois vigilant, par contre, au début, on avait quoi? Ah, par rapport aux actions et puis le jeton attention, face jaune, face rouge, ça, je pense que j'aurais besoin de réviser bizarrement, alors que c'est pas si compliqué, mais enfin bon, il y a des choses dont on s'en imprègne plus ou moins vite. Ok, bon, alors les actions standards, les actions gratuites, c'est bien. On peut être noyé dans un flot, dans un choix d'actions en un seul tour, c'est cool. Ouais, 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 c'est vraiment cool. Ça fait partie des éventuelles craintes que je peux avoir au fur et à mesure que l'on avance quand on fait une lecture de règles. C'est que plus ça va, plus ça devient compliqué. Et plus on avance, plus je me dis waouh, 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 ça va être chaud patate. D'une part de faire le mémo, mais aussi de prendre plaisir tout de suite à jouer. ISS Vanguard, tiens, pour le citer, c'est l'année dernière celui que j'ai entamé et qui, parmi tous les jeux de l'année dernière auxquels j'ai joué,
C'était compliqué de se mettre dedans parce que je trouvais, ouais, je peux en parler au passé maintenant, je trouvais les règles très très fournies, alors qu'elles sont plutôt bien expliquées, hein, c'est pas le problème, mais alors j'avais du mal à me mettre dedans par crainte aussi de passer à côté de quelque chose, d'oublier trop d'éléments. Là, Stalker, ça va, c'est bien. Si un jeu sur deux, Awoken, vous me faites un coup un peu costaud, un coup un peu plus soft, ma santé mentale va être préservée. Allez, allez les gars, bah c'était cool. Quatrième session, hein, j'ai dit de découverte, ouais, c'était vraiment super cool. 1h50 quand même, hein. Ah oui, 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 ça file. J'ai tendance toujours à regarder mon écran pour me remémorer ce qu'il y a eu de bien ou ce qu'il y a eu de pas bien. Il n'y a eu que du bien là, donc c'est cool. Allez, on se dit à quand? Ben, normalement dès demain, hein, pour la continuité de la suite de tout ça. Ça nous permet d'avancer quand même pas mal, puisque on va attaquer la page combien? J'ai dit 29, je crois. Hmm, 29 sur 44, donc oui, 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 encore deux ou trois sessions, et puis on aura quasiment fait le tour. C'est cool. C'est très très cool. Allez, j'espère que vous vous amusez autant que moi, même si c'est pas du gameplay. Et ben juste sur le fait de blablater comme ça, puis d'être serein pour lire ces fichues règles de Stalker. Allez, à très vite. Salut, salut.